Bonsoir, bonjour tout le monde. Bonsoir pour les gens qui m'écoutent en diffusion en direct le 11 mai à 20h30. Bonjour pour les gens qui m'écoutent en rediffusion. J'espère que vous allez bien. Pour les gens qui sont en ligne présentement, si vous m'entendez pas, si le son n'est pas correct, vous pouvez m'écrire dans le clavardage. Dans l'application Zoom en bas, vous avez l'option clavardage ou chat, fait que vous allez pouvoir m'écrire s'il y a un problème technique. Ça me fait plaisir aujourd'hui de vous recevoir dans cette magnifique conférence, une conférence que j'affectionne particulièrement, qui se trouve à être mes plus grandes aventures et mes prochaines destinations. Quand je parle de prochaines destinations, ça va être mes destinations 2025 et 2026, mais je vais débuter vraiment en vous parlant de mes plus belles aventures depuis le début de mon existence. Avant de commencer, ben, dans le fond, si vous voulez rien manquer à mon sujet, j'ai mis en haut, OK, c'est mon lien Linktree. Fait que vous pouvez le taper ou scanner le code QR à votre droite. Ça se trouve être une plateforme où je mets beaucoup d'informations, que ce soit tous mes réseaux sociaux, comment s'inscrire à mon infolettre. Aussi, je mets du contenu spécial aussi, comme par exemple quand je donne une conférence, comme ce que je fais aujourd'hui avec vous, ben, c'est certain que je vais le mettre en rediffusion sur ce portail-là. Fait que c'est plus facile, c'est plus simple. Fait que si vous voulez rien manquer à mon sujet, je vous conseille fortement d'avoir ce lien-là sous la main. Aujourd'hui, ce qu'on va parler, ben, premièrement, je vais parler un peu de moi rapidement, qui est Hugo. Je vais vous parler ensuite de mes plus beaux voyages et mes plus belles aventures. Puis là, tu sais, je vais essayer de faire ça rondement parce que je ne veux pas vous passer. Tu sais, je pourrais faire une conférence pendant 5 heures, tellement j'ai des moments inoubliables dans ma vie avec des aventures vraiment merveilleuses. Puis je vais vous parler de mes prochaines destinations pour 2025 et 2026. Juste pour vous avertir, c'est que je vais vous parler de mes prochaines destinations, mais c'est certain que je vais faire une activité dédiée sur chacune de ces destinations-là. Comme je vous dis, c'est très important de me suivre et de vous abonner à mon infolette pour ne rien manquer. Parce que souvent, on est sur les réseaux sociaux, vous le savez, des fois, l'algorithme, dans le fond, on ne reçoit pas tout le contenu nécessairement sur notre fil d'actualité, mais avec mon infolette, c'est simple et efficace. Alors, qui est Hugo Dubé, qui est moi? Premièrement, je suis un entrepreneur avant tout. J'ai fondé ma première entreprise à l'âge de 18 ans. En technologie, là, on parle de voyage, d'aventure, mais j'ai commencé ma carrière avec des entreprises en technologie que je possède toujours. Fait que j'ai monté à plus d'une dizaine d'entreprises. Puis bref, pendant la COVID, OK, j'ai commencé à voyager, des voyages. J'ai toujours voyagé, là, mais c'était des voyages plus tout inclus, des choses un petit peu plus, dans le fond, qui n'est pas vraiment de l'aventure, là, qui est beaucoup plus, tout est contrôlé, tout est simple, tout est facile. J'ai commencé un petit peu avant la COVID à faire des voyages d'aventure sac à dos, puis j'ai eu la piqûre. Fait que quoi de mieux que de lancer un nouveau projet? Fait que j'ai démarré une entreprise qui s'appelle En Cavale, qui organise des voyages et des expéditions partout sur la planète. Fait qu'avec une touche de croissance personnelle et de spiritualité. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est ça que je vais vous parler aujourd'hui. Je suis père de deux enfants extraordinaires, un de 18 et un de 16 ans. Ça pousse énormément beaucoup, beaucoup vite. Puis aussi des amoureux d'aventure et d'expédition et de voyage. Fait que c'est ça qui est formidable. Alors, c'est ça rapidement qui je suis, mais si vous voulez avoir plus d'informations sur moi, comme je vous dis, le lien, puis je vais le donner à la fin de la vidéo, à la fin de la conférence, le lien à nouveau si vous voulez me suivre tout simplement. Alors, le premier voyage, OK, que je vais vous parler, c'est le Costa Rica. J'ai eu l'occasion d'y aller au moins à 5 reprises. Fait que dans le fond, comment ça va fonctionner, c'est que je vais vous mentionner rapidement c'est quoi la destination. Puis après ça, j'ai mis des photos ok, qu'on va pouvoir regarder, puis je vais pouvoir les décrire au fur et à mesure qu'on va les voir. Fait que le Costa Rica, dans le fond, pour moi, le Costa Rica, c'est quoi? C'est une destination de volcans, de jungle, comme on peut voir présentement. La jungle.
des cascades. Après ça, du surf et beaucoup de connexion avec le peuple là-bas. Le peuple au Costa Rica ben, est extraordinaire. C'est un pays qui est extrêmement propre aussi. Le peuple est très, très accueillant, très merveilleux aussi. Fait que c'est le fun d'avoir ces connexions-là avec ces gens-là. La nourriture est vraiment belle. C'est un des seuls pays qui n'a pas d'armée. Fait que dans le fond, c'est très sécuritaire. Fait que c'est vraiment un pays là, où c'est le fun de chiller, de se reposer, de faire des visites. C'est pas le pays nécessairement pour moi ok, qui est le meilleur ok, pour faire de la randonnée puis des treks. Bon, je vais vous donner un exemple. Le plus haut volcan au Costa Rica, c'est 3400 mètres. Fait que, tu sais, on est capable de faire des choses plus haut, mais c'est quand même, il n'y a pas ça au Québec, là. Puis il n'y a pas ça non plus dans une partie de l'Amérique du Nord. Mais je veux dire, tu sais, bon, qu'est-ce qu'on est habitué de voir? OK, bon, moi, je visite beaucoup. Bon, je peux vous faire un petit tour là, de c'est quoi mon setup, vu que je l'ai organisé à 3 reprises, puis je suis allé au moins 5 fois. Bon, on a atterri toujours à Liberia. Bon, il y a San José, la capitale, mais il y a un aéroport international à Liberia. Après ça, on va directement à Fortuna. Justement, la cascade qu'on voit là-bas, OK, c'est dans la communauté de Fortuna. Puis dans le fond, il y a le volcan Arenal qui est là-bas. On est capable de faire un beau trek pour aller faire une partie de l'ascension. Mais le Costa Rica, c'est comme très sécuritaire. En tout cas, c'est beau, c'est voir, mais vous allez voir, OK, il y a des volcans que je vais vous conseiller si vous êtes plus des aventuriers de randonnée puis de trek. Mais c'est très beau. Fait qu'on va à Fortuna, c'est vraiment une ville super dans la nature, dans la jungle, extraordinaire. Après ça, on revient sur nos pas, on va retraverser Liberia et on va aller à Playa Grande. Dans le fond, c'est un parc national là-bas. Fait que c'est très, très beau, très sécuritaire. Quand on ferme les lumières, on voit vraiment les étoiles. C'est vraiment merveilleux. À la fin, je vais vous parler d'un hôtel ok, que je vous recommande à Playa Grande. C'est proche de Tamarindo. C'est vraiment là, à 15-20 minutes peut-être une demi-heure de voiture. Après ça, ben, justement, on va à Tamarindo, où on va faire une initiation au surf, profiter. Tamarindo, c'est vraiment une ville, OK, vraiment où ça bouge beaucoup. Il y a des bars, il y a des terrasses. C'est vraiment une place extraordinaire. Fait que c'est un peu mon setup, OK, que je fais au Costa Rica. On peut voir la plage, la mer, c'est pas la mer la plus claire comparativement à d'autres destinations comme Cuba, par exemple. Puis souvent, la plage est comme volcanique aussi, fait que ça chauffe très rapidement les pieds quand il y a du soleil. Souvent, dans l'eau, on peut même bouger un peu le sable, OK, dans le fond. Puis il y a une pleine lune, où la lune est très forte avec des étoiles, on peut même voir le reflet, là, vu que c'est de la pierre volcanique. Parce que le Costa Rica, c'est un des pays qui a le plus de volcans dans le fond, dans ce pays-là. Quelques-uns sont encore actifs d'ailleurs. On voit encore, OK, mais justement, on voit bon, une plage avec de la végétation, puis on voit comme des rochers là, plus noirs. Ça se trouve être des restants de trucs volcaniques. Là. Souvent, ça a coulé, là. Il y a eu une éruption, puis ça a coulé dans l'océan. Il y a beaucoup de tyroliennes. C'est vraiment un pays qui est vraiment propice pour faire ce genre d'activité-là. Puis qu'est-ce qui est intéressant, c'est que dans le fond, on peut le faire dans la jungle. Fait que c'est un concept très, très, vraiment qui est unique, que j'adore vraiment beaucoup. On poursuit avec des photos. Comme je vous disais, le surf, c'est pas nécessairement le pays, en tout cas, ce que j'ai pu voir, qui a les plus grosses vagues qui est dans le monde, comme exemple dans le nord de la Colombie. Mais c'est idéal, selon moi, pour faire de l'initiation au surf. Fait que là, comme on peut voir, c'est assez facile, assez léger. Tout le monde est capable de faire ça, même si vous ne le savez pas nager. On voit, moi, je suis en rose présentement, mais en arrière de moi, il y a un monsieur qui nous tenait notre planche, à qui on avait de l'eau jusqu'au cou. Fait que c'était vraiment très sécuritaire, assez simple, assez facile. C'est assez exigeant, hein. Si vous voyez des surfeurs, OK, qui sont toujours bien bâtis, musclés, tout ça, c'est parce que dans le fond, c'est pas facile, hein, de garder le ballon, l'équilibre. Fait que ça fait travailler les abdominaux puis plusieurs muscles qu'on n'est pas habitué de travailler. Fait que normalement, ce que je fais toujours une initiation au surf. Fait que très accessible quand même. La végétation, mais aussi les animaux, c'est extraordinaire. Bon, je ne sais pas si c'est des singes hurleurs, mais il y a des singes hurleurs partout là-bas. OK, on entend des bruits de singes vraiment partout. Un toucan aussi de ce côté-là. Fait qu'il y a beaucoup d'animaux vraiment là, qu'on ne connaît pas nécessairement ici au Canada, mais qui sont assez mythiques, qui sont très connus mondialement. Fait que la jungle puis les animaux, des randonnées pour aller observer la végétation et la faune, c'est vraiment un must là-bas.
comme je disais, il y a beaucoup de cascades. C'était comme des participants dans le coin de Fortuna qui sont participés avec moi dans mes voyages d'aventure. Fait que c'est vraiment super intéressant. On sent vraiment l'énergie dans ces cascades-là. C'est extraordinaire. Là, dans le fond, vous pouvez retenir ce nom-là. Ça, c'est l'hôtel que je parlais tout tantôt. Ça se trouve être le Playa Grande Surf Camp, comme un camp. Fait que c'est vraiment à Playa Grande. Et on peut voir les photos. Ben, la plage est extraordinaire, comme vous pouvez voir. L'hôtel, vraiment, là, d'après moi, c'est dans mon top 2 des hôtels que j'ai eu l'occasion de voir. Pour les gens qui me suivent, vous le savez, moi, j'organise des voyages d'aventure de style dortoir avec sac à dos. On part avec un sac à dos, puis on dort dans des dortoirs pour vraiment casser notre ego, déstabiliser, sortir de notre zone de confort pour qu'on puisse travailler sur des éléments clés pour grandir et évoluer. Euh, alors, dans le fond, cet hôtel-là, c'est vraiment une auberge de jeunesse. Il y a des dortoirs, mais il y a quand même en bas, si vous voyez, il y a des chambres privées aussi qui sont vraiment extraordinaires. Et j'ai eu l'occasion d'y aller à plusieurs reprises. Prenez ça en note, c'est un must. Bon, la prochaine destination, bon, le Costa Rica, c'est beau, c'est le fun, je vous le recommande. OK, c'est une destination de rêve, mais c'est rien à comparer au Guatemala. Puis le Guatemala, selon moi, ça pourrait être sur la première destination la plus belle de voyage d'aventure et de spiritualité, croissance personnelle. Fait que je vous le dis, c'est un pays méconnu. Souvent, le monde pense que c'est dangereux. Oui, la capitale, Guatemala City, c'est peut-être pas nécessairement la ville la plus intéressante et sécuritaire dans le monde, mais à Montréal, à 4 heures du matin, au centre-ville, il y a autant d'enjeux que dans des grandes capitales internationales. Alors là, qu'est-ce qu'on voit sur la photo? Ça se trouve être le lac Atitlan. Prenez ça en note, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Mon setup, quand j'y vais, je suis allé au moins 3-4 reprises. C'est simple, on atterrit à la capitale, Guatemala City. Mais on ne reste pas là, on part directement au lac Atitlan, soit qu'on arrête à Panajachel, qui se trouve être la municipalité, ou que tu peux aller en automobile. Après ça, il faut prendre un bateau pour aller autour du lac, pour aller voir d'autres villes. Fait que c'est des petites barques, vraiment le séjour, pas le séjour, mais la traversée en barque, juste ça, c'est une aventure. Alors, moi, je vais à San Marcos, qui se trouve être une ville à l'autre extrémité, une ville, un village. Vraiment un village très, vraiment spirituel. Puis ça, puis à la fin, je vous parle d'un de mes top 2 des hôtels. Encore ça, prenez ça en note. Il y a beaucoup de volcans autour. Il y en a deux très connus autour du lac Atitlan. Puis vraiment, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est une destination à ne pas manquer. Fait que là encore là, OK, on me voit en train de faire animer des méditations parce que dans mes voyages que j'organise, ben, il y a des ateliers de croissance personnelle et de spiritualité pratiquement tous les jours. Et le matin, on se lève à 6 heures du matin où on s'organise pour avoir une heure où tout le monde est à l'aise. Et après ça, ben, dans le fond, on médite. Puis dans le fond, il y a un genre de routine matinale pour bien démarrer la journée. L'hôtel en question qu'on est présentement sur la photo, c'est le Eagle Nest. J'en parle un petit peu tout à l'heure. Et en bas, comme vous pouvez voir, c'est le lac Atitlan. Encore là, on voit un peu la même vue de l'hôtel Eagle Nest. Regardez ça, les montagnes, les volcans et les étoiles. Une photo exceptionnelle, extraordinaire. Euh, Là, ici, on me voit. On parle souvent, quand on parle de ruines, de pyramides, tu sais, on parle souvent bon, de tout ce qui est pyramide Maya. Ça en est d'ailleurs. Mais souvent, les représentations des pyramides qu'on a, c'est des pyramides de style mexicaine. On va voir Chichen Itza ou Coba ou Tulum, qui sont une autre architecture qui est complètement différente. On va parler des fois aussi, c'est pas des pyramides, dans des ruines, on va parler beaucoup des Incas. Parfois des Aztèques aussi, bon, les Égyptiens. Mais là, présentement, c'est vraiment les ruines de Tikal au Guatemala. Puis si vous parlez, par exemple, OK, de ruines, souvent les gens vont dire le Machu Picchu, c'est assez haut c'est les plus belles ruines au monde. Mais je peux vous dire, OK, selon moi, OK, selon mon estimation, j'ai voyagé beaucoup. Les ruines de Tikal, c'est les plus belles ruines au monde que j'ai pu visiter. Ça bat, selon moi, le Machu Picchu, puis beaucoup d'autres choses, OK, de ruines ou de pyramides Maya au Mexique. C'est vraiment à ne pas manquer. Là, vous voyez vraiment un volcan. Ça se trouve être le Fuego. Je vais juste revenir un peu sur mes pas parce que j'avais pris des petites notes.
Il y a un trek qu'on offre qui est, dans le fond, où je l'ai parlé tantôt, on arrêtait à la capitale, on allait au lac Atitlan. Après ça, dans le fond, on va aller faire les ruines Attikal. Il y a une chose que, dans le fond, que j'offre à mes participants, c'est un trek sur un volcan. Je le regarde parce que j'ai de la misère à le prononcer, là. Akatenango. C'est un volcan de 4 000 mètres. Dans le fond, on va faire ça en 2 jours. On va monter jusqu'à 3 600 mètres. Il y a un camp de base qui est là, qu'on va dormir dans des tentes. Et le lendemain matin, on va partir pour faire le 400 mètres. OK? On part vers 4 heures du matin pour faire le 400 mètres qui manque. C'est un peu ça la photo que vous voyez. Fait que là, on est en train de monter le volcan en question. Puis le volcan à côté, c'est le Fuergo. Il y a le volcan, c'est un volcan actif qui crache du feu. Normalement, il crache du feu à chaque 15 minutes. Tu vois une boule de feu cracher. Fait que pour les audacieux, quand on est arrivé à 3600 mètres pour le camp de base, pour les audacieux, en payant un petit surplus, on peut aller finir le trek pour aller à quasiment 300 mètres, ok, 200 mètres sur le Fuergo, le voir cracher du feu, voir le coucher de soleil, bon, la lune. Puis une fois aussi, la première fois que j'étais allé, c'était beau, il y avait la pleine lune à gauche, le coucher du soleil à droite. Puis dans le fond, tout droit, il y avait le Fuergo qui crachait du feu à chaque 15 minutes. Tu vois vraiment la larve qui est coulée sous le volcan. C'est exceptionnel, cette randonnée-là. C'est une randonnée de 15 km aller-retour. Si tu fais le Fuergo aller-retour, ça fait 3 km de plus, fait que ça fait 18 km, si je sais bien calculer. Fait que c'est ça, fait que dans le fond, c'est vraiment extraordinaire. Puis le matin, ben, quand on monte le dernier 400 km, 400 mètres pour voir le lever du soleil sur le volcan, c'est extraordinaire. Tu vois vraiment le soleil surgir des nuages. C'est vraiment malade. Là, on me voit encore à Tikal. C'est pas toutes les pyramides comme on a vu tantôt, qui sont toutes découvertes. Quelques-unes sont encore pratiquement non défrichés, fait qu'on les voit comme ça. Mais quand même, c'est un site qui est quand même assez conservé. Puis on peut, qu'est-ce qui est intéressant, c'est comme dans les fameuses pyramides, on ne peut pas monter dessus normalement, même s'il y a des échelles, pas des échelles, mais des escaliers en pierre. Mais à Tikal, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on construit des structures en bois autour. Fait que c'est facile, OK, de pouvoir monter. Puis comme là, présentement, j'étais en haut d'une des pyramides, fait qu'on voit vraiment une vue vraiment exceptionnelle. Encore une photo de Eagle Ness, dans le fond, où on voit le lac Atitlan. C'est vraiment extraordinaire. Regardez la photo. C'est une photo que j'ai prise, hein. Fait que imaginez la photo du volcan Fuergo. On voit le feu qui coule sur la montagne, vraiment exceptionnel. Puis en bas, c'est la ville d'Antigua. Je présume que c'est la ville d'Antigua, là. Fait qu'une des villes là, qu'on doit visiter aussi. J'en parle pas nécessairement dans cette présentation, mais c'est une ville coloniale, l'ancienne capitale du Guatemala, une ville coloniale espagnole. Là, on peut voir qu'il y a encore là une des pyramides emblématiques là, du site de Tikal. Bon, je vous parlais tantôt de l'hôtel qui est à San Marcos, qui se trouve à être sur le lac Atitlan. C'est le Eagle Nest. Eagle comme aigle en anglais, puis Nest, N-E-S-T, comme un nid. Fait que c'est le nid d'aigle à San Marcos. Fait que c'est vraiment, vous voyez, comme un deck où que les gens méditent ou qui font du yoga, de la danse. Tu es dans le vide, là, au bout, tu es complètement dans le vide. En haut, on voit un peu l'infrastructure. Fait que tu as une vue là. En bas, c'est le restaurant. Tu as une vue splendide là, sur le lac Atitlan. C'est vraiment extraordinaire. Beaucoup de choses à faire au Guatemala. Il y a un marché aussi qu'on peut aller visiter où on voit un peu plus la vie là-bas, des églises. Vraiment, il y en a pour tous les goûts. C'est un pays à visiter. Je pense, puis je suis convaincu que plusieurs vont dire la même chose. Je pense que c'est mon top 1, des plus belles aventures que j'ai vécues. Bon, le prochain, ça se trouve être la Colombie, un pays très méconnu encore une fois. Quand on parle de la Colombie, on parle souvent de Pablo Escobar, OK, puis il y a des trafiquants de drogue, mais il y a beaucoup plus que ça. C'est sûr que, bon, il y a la capitale Bogota, c'est une ville intéressante à aller visiter, mais c'est comme toutes les autres villes, pratiquement là, un peu espagnoles. Euh, mais
Puis il y a Medellín aussi, bon, Pablo Escobar, qui venait de Medellín, ça a été vraiment tristement connu à cause de lui. Fait que deux grandes villes que, oui, on peut aller visiter. Mais moi, je vais vous parler beaucoup plus du nord, de la Colombie, dans le coin de Santa Marta. Là-dedans, il y a un parc aussi qui s'appelle le parc Tayrona. Encore une fois, je ne suis pas sûr, ben, il y a un hôtel que je pense que je n'ai pas mis de diapositive, là. Il y a un hôtel extraordinaire que je vous conseille fortement. C'est le Bohemia Beach, dans le coin de Santa Marta, dans le parc de Tayrona. Vraiment, c'est sur le bord de la plage. Tu as les pieds dans le sable partout, OK, au restaurant. Les chambres, tu sors de ta chambre, OK, puis tu as les pieds dans le sable. C'est vraiment extraordinaire. Là, on me voit présentement avec des cogis. Des cogis, là, c'est comme un peu, excusez-moi, là, c'est peut-être un peu c'est des indigènes un peu là-bas. Que je dis excusez, c'est, dans le fond, c'est peut-être pas le bon terme. Fait que dans le fond, ils vivent comme il y a quasiment 2000 ans. Fait que de très peu, ils vivent dans des huttes et avec pratiquement pas d'outils. Fait que c'est pour ça que je vous dis, là, c'est comme, ils vivent comme il y a 2000 ans. Sont zéro connectés à la vraie vie, à notre vie, mais tellement connectés à quelque chose de plus grand. Quand on va les voir, regarder le sourire du petit garçon, là, c'est vraiment là, un peuple là, extraordinaire. Fait que moi, ce que je faisais dans mes aventures, c'est qu'on allait voir les Kogi dans le parc de Terreno. On allait faire une randonnée de 30 kilomètres sur 2 jours. On partait le matin, on allait jusque dans un village dans la jungle. Puis là, dans le fond, on allait dormir dans des hamacs, dans un abri de fortune un peu. On allait manger là-bas avec eux. Puis après ça, dans le fond, il y a le sage, qui est le Mamo, qui est le chef un peu de la tribu. Puis il venait nous parler, puis tout ça, venait nous faire visiter aussi. Fait que je l'ai fait à quelques reprises. Et le lendemain, bon, on se tapait un 20 km, pour retourner dans le parc de Terrana, pour retourner à l'hôtel. Puis dans le fond, le parc de Terrana, c'est un parc protégé. C'est vraiment un parc extraordinaire. J'ai des photos que je vais vous montrer tout à l'heure. C'est vraiment un parc là, où il y a la plage, la jungle, c'est vraiment de toute beauté. Tu peux camper là-bas, tu peux dormir dans quelque chose de plus structuré aussi. C'est vraiment une place à aller. Fait que c'est vraiment un pays extraordinaire. J'ai fait plusieurs choses dans ce genre de voyage-là. Soit que dans le fond, je visitais plus largement la Colombie, mais je trouvais que c'était beaucoup de déplacements. Moi, ce que je fais beaucoup, c'est que je reste dans le coin de Santa Marta et j'ai l'occasion de faire des ateliers de croissance personnelle et avec des cérémonies un peu chamaniques, là, rien de très, très épeurant, là, mais on est allé beaucoup plus avec des cérémonies, cérémonies de cacao, de danse astastique, des danses intuitives, genre de trucs comme ça, parapente, randonnée, bon, la marche sur la plage, des activités de croissance personnelle, du yoga. Fait que c'est axé beaucoup là-dessus, un voyage extraordinaire. J'ai pas fait le trek qui est de la cité perdue, parce que d'abord, là-bas, il y a des peuples qui sont aussi vieux que les Incas ou les Mayas. C'est très peu connu parce que bon, les infrastructures, il y a moins de ruines comme les Incas ou les Mayas, mais vraiment, il y a un trek qu'on peut faire de 4 à 6 jours. J'en parle un petit peu plus loin à la fin de ma conférence. Peut-être c'est un voyage que je peux offrir, qui sait. Alors, voici ma gang qu'on est en train de méditer sur la plage. Bon, il ne faisait pas nécessairement super beau, mais vraiment, là, ça ressemble à ça, vraiment un peu la plage. Beaucoup de vagues quand même. C'est un pays, c'est un paradis pour les surfeurs. Très intéressant. Une photo du parc de Terrona. Vous pouvez voir comment c'est. La végétation et la plage est extraordinaire. Encore une fois, bon, je pense que c'était moi en parapente sur la photo. Alors, un pays à visiter, un pays qui est méconnu, un pays, je pense, qui est très haut, dans ma liste de choses, de pays à voir, comme le Guatemala. Bon, l'île de Pâques. Ça, c'est un pays, c'est une aventure que j'ai faite en décembre 2024. C'est très récent. J'ai marqué Rapa Nui parce que, dans le fond, la majorité du monde en Amérique latine l'appelle Rapa Nui. C'est le vrai nom de l'huile, de l'huile, de l'île. L'île de Pâques, ben, tout simplement, pourquoi on appelle ça l'île de Pâques? C'est parce que ça a été découvert par un Occidentaux le jour de Pâques en 1722, je pense, par un Hollandais.
Alors, c'est pour ça qu'on appelle l'île de Pâques. Et le vrai nom, c'est Rapa Nui. Fait que j'ai eu l'occasion, lors d'un voyage au Chili, parce que dans le fond, l'île de Pâques appartient au Chili. Même si c'est 5 heures d'avion dans le Pacifique, ça appartient au Chili. Et j'ai eu l'occasion d'aller là. Je ne parlerai pas du Chili parce que dans le fond, j'ai axé beaucoup ce voyage-là à l'île de Pâques. Mais dans le fond, parce que dans le fond, c'est extraordinaire. Les moaïs, les statues que vous voyez un peu en arrière de la photo, ben, ça qui distingue vraiment de l'île. Dès l'arrivée en atterrissant à l'aéroport, on a sorti ok, de l'avion sur le tarmac. Puis dans le fond, dès qu'on est arrivé ok, dans l'aéroport, petit aéroport, toute petite, ok, je pense qu'il y a 3 000 habitants sur l'île. Puis dans le fond, les gens nous donnent un collier de fleurs, comme un peu comme on voit dans les films à Hawaï, par exemple, Hawaï. Ben, c'était la même chose. Les gens ressemblaient vraiment pas ok, à des Chiliens là, que j'avais pu voir ok, lors de mon séjour au Chili, à Santiago, entre autres. Fait que c'était vraiment, il ressemblait à des Polynésiens ou à des Hawaïens, justement. Fait que c'était vraiment des paysans. Là-bas, la nourriture extraordinaire, ok, beaucoup de ceviche, beaucoup de poissons. J'ai vraiment trippé très, très frais. La nourriture là-bas, là, c'était vraiment. Je pense que j'ai jamais mangé un ceviche aussi bon que ça. Je voyais vraiment le gars, là, je pouvais quasiment choisir le poisson là, qui venait juste de pêcher, que le garçon venait de pêcher, qui vendait au restaurant. C'était vraiment extraordinaire. Puis, bon, je peux y aller un petit peu en photo. Fait que, bon, les Moai, moi, j'étais là. Tu sais, juste une photo que j'ai prise. Fait qu'imaginez, tu sais, des Moai comme ça, là, il y en a des milliers, là, OK? Puis c'est fou, là. À la fin, t'es quasiment tanné, là. Tu sais, au début, tu prends plein de photos. Puis à la fin, tu dis, tabarouette, j'ai plus de place sur mon appareil photo. Il y en a vraiment, vraiment, vraiment partout. Puis, bon, je pourrais vous parler un petit peu, c'est quoi, pourquoi, c'est quoi un peu la signification de ces moaïs-là. Plusieurs disent ok, que c'est des peuples, là, quasiment des aborigènes, qui ont construit ça avec des petits marteaux, un peu comme les Égyptiens, les pyramides, avec des petits marteaux puis de l'obsidienne. Puis dans le fond, ben, c'est ça, c'était pour, ok, c'est pour calmer les yeux ou pour faire des offrandes à Dieu. Il y en a qui disaient que dans le fond, ça se trouve être des défunts que l'âme des défunts allait dans ces statues-là pour protéger la tribu. Il y a plusieurs choses ok, qui est spéculées. Mais quand on regarde, ok, là, j'ai pas de photo de ça, mais quand on regarde comment la Terre s'est formée, puis comment elle s'est transformée au fil du temps, on se rend compte que dans le fond, Rapa Nui, l'île de Pâques, était attachée avec des îles volcaniques au Pérou. Puis, dans le coin de la Bolivie, Pérou, ben, c'était les Incas qui étaient là. Puis, on sait que, je en parle un petit peu plus tantôt, je vais parler du Pérou. On sait que les Incas ont construit les ruines sur ok, des choses déjà existantes. Fait qu'il y a des similitudes avec le Pérou. Souvent, les bases, comme on peut voir, pas nécessairement celles-là, mais souvent les bases ok, sont un peu comme le Machu Picchu, entre autres. Fait que moi, je crois fortement, puis si vous regardez un petit peu les statues, là, ils ont les mains proches du nombril. Rapa Nui, OK, ça veut dire quoi dans leur langage? Ça veut dire le nombril du monde. Bon, Cusco au Pérou, là, ça veut dire le centre du monde. Quand tu prends le temps de regarder toutes les anciennes villes qui s'appellent le centre du monde, il y en a plusieurs. Fait que dans le fond, plusieurs vont dire que, dans le fond, l'ancien Équateur, parce que la Terre se transforme, l'Équateur là, que vous connaissez, ben, elle était à une autre place. Puis dans le fond, ben, Cusco, Rapa Nui, les pyramides de Gizeh, puis d'autres monuments, ben, c'était sur l'ancien Équateur. Puis là, dans le fond, on voit c'est le nombril. Puis dans le coin du Pérou puis de la Bolivie, ben, souvent les mains sont un petit peu plus hautes. Puis là, à d'autres places, ça monte, ça monte, ça monte. OK, de même, c'est rendu au niveau du front, même en haut. Il y en a qui pensent que dans le fond, c'est les chakras, l'équateur. Bref, en tout cas, c'est sûr qu'est-ce qui est intéressant, c'est que dans le fond, il y a quelques années, toutes les Moai étaient comme vraiment penchées, étaient comme cassées aussi. Puis dans le fond, vous connaissez sûrement Kevin Costner qui a fait un Il danse avec les loups. Mais après avoir tourné dans ce film-là, il a décidé de réaliser un film sur l'île de Pâques. Ça s'appelle Rapa Nui, OK? Vous pouvez aller voir. Il est dur à trouver, là, mais si on gratte un peu, on peut le trouver. Je pense sur YouTube, là, des fois, il est disponible. Puis dans le fond, il explique un peu l'histoire de l'île de Pâques. Puis c'est Kevin Costner avec les fonds pour faire le film, a redressé plusieurs Moai
travaille puis a donné des initiatives locales pour pouvoir redynamiser cette île-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est très connu. Fait que je trouve quand même que c'est une belle histoire quand même que Kevin Costner a pu mettre sur la map cette carte-là extraordinaire. Beaucoup d'histoires, puis moi, me suis engagé une guide à temps plein pendant mon séjour, puis je me rendais compte que, tu sais, il y avait une version pour les touristes, puis il y avait une version, OK, pour les gens un petit peu plus dans l'hermétique, les gens qui sont un peu plus en quête de mystère. Il fallait gratter un petit peu, puis aller chercher la confiance. Mais clairement, quand tu commences à gratter, OK, puis quand tu crées un lien de confiance avec les gens locaux, ben, c'est beaucoup plus grand qu'on pense. On poursuit. Comme vous pouvez voir, on va avec des places vraiment OK, mais, emblématiques. Le Pérou. Le Pérou, pour moi, c'est un des pays que je suis allé le plus souvent. Probablement, OK, j'ai déjà vécu là dans une vie antérieure, je ne le sais pas, mais moi, je suis très, très bien dans toutes les places que je vous ai parlé, mais aussi principalement au Pérou. Fait que bref, on arrive sur Lima, tout simplement, qui est la capitale. On prend l'avion, on va à Cusco très rapidement. Souvent, il y a un délai, fait qu'on va aller voir le quartier Miraflores à Lima, vraiment un quartier là, en hauteur. On voit vraiment le Pacifique, vraiment de toute beauté, mais ça n'a rien à voir avec le reste du Pérou. C'est très moderne, c'est pas nécessairement style Inca. Après ça, à Cusco, ben, Cusco, pour moi, c'est la plus belle ville du monde, OK? La plus belle ville du monde. Vraiment, moi, je suis très, très bien, surtout dans le quartier Place d'Armes, où il y a les églises, OK, puis toute la vie, les touristes sont là beaucoup. J'ai quelques photos tantôt, je vais pouvoir vous le montrer. Après ça, ben, dans le fond, de là, OK, on va aller en train, un train, OK, ben, on prend l'autobus pour aller prendre un train qui est vraiment panoramique, vitré, et on va aller à Aguascalientes, qui se trouve avec le petit pueblo, le petit village en bas du Machu Picchu. Encore là, Aguascalientes, le petit village en question. C'est vraiment un village extraordinaire. Souvent, on est super pressé. Tu sais, on prend le train, OK, pour aller directement au Machu Picchu. On part très, très rapidement après. Prenez le temps de rester là au moins 2, 3 jours. OK, c'est vraiment une ville, un petit village très, très, très spirituel. Là, il y a beaucoup de choses à faire autre que le Machu Picchu. On peut aller faire des bains thermales d'eau chaude. J'ai un chaman, OK, une genre de petite bijouterie avec des pierres, vraiment là, un chic type OK, avec en tout cas, des conversations vraiment magnifiques. Puis c'est le Pérou, tu peux en avoir vraiment beaucoup pour tous les goûts avec les connexions avec les humains. Après ça, bon, on va visiter effectivement le Machu Picchu. Le Machu Picchu, en passant, là, je suis en haut du Machu Picchu présentement sur cette magnifique photo. Tu sais, le monde va dire, Hey, le Machu Picchu, c'est haut. Bon, je vous ai parlé tantôt du volcan qui est au Costa Rica, 3 400 mètres. Machu Picchu, c'est 2 400 mètres. Tu sais, c'est pas extrêmement très, très haut. C'est juste la complexité de la construction dans une montagne euh, assez dans le fond, difficile à atteindre, mais aussi c'est très, très, très pointu. Il ne devait pas avoir un bâtiment là. C'est là qui rend cette ville-là tant exceptionnelle et extraordinaire. Fait que dans le fond, on va aller faire, on va partir d'Aguascalientes à pied. On ne prend pas l'autobus. On fait l'ascension du Machu Picchu à pied. Ça prend une bonne heure, heure et demie de monter là. On va faire la visite. Bon, souvent les gens vont dire la visite prend le circuit 1 et le circuit 2. C'est le circuit 1, OK, il est plus en hauteur. Fait que tu vas voir le Machu Picchu plus en hauteur. Moi, je ne vous le conseille pas. Prenez pas le 1 puis le 2, prenez le 3 puis le 4. Un petit peu moins long, mais on est carrément dans la ville du Machu Picchu dans les ruines. Moi, je trouve que c'est beaucoup mieux. Après ça, dans le fond, quand vous achetez votre billet, prenez le billet pour aller sur le Huayna Picchu. Une fois que tu es à l'intérieur, il y a une gate plus loin, quasiment à la fin, pour monter dans une autre montagne à côté, où là, OK, tu vas voir vraiment le Machu Picchu de haut. C'est pas cher, ben, là, c'est peut-être un 80 de plus maximum. Ça vaut le détour. Fait que prenez le circuit 3 ou 4 avec l'option Wana Picchu. Grouillez-vous à acheter vos billets, puis c'est très contingenté. Puis dans le fond, c'est une belle randonnée. C'est assez à pic quand même, le Wana Picchu, mais ça vaut vraiment la peine de faire ça. On redescend du Machu Picchu, bien entendu. Après ça, dans le fond, on repart en train. Là, on va souvent retourner, ben, on retourne à Cusco. On va peut-être passer un peu de temps là. Il y a la montagne des 7 couleurs qui est vraiment extraordinaire. J'ai une photo tout à l'heure. C'est vraiment une montagne très, très colorée. C'est une montagne, c'est un trek d'environ 7 km. La montagne de cette couleur, c'est environ 5000, mettons, si j'arrondis, 5100
mètres d'altitude. Fait que c'est quand même pas mal plus haut que le Machu Picchu. Fait que c'est une belle randonnée qui nous permet de voir une montagne vraiment splendide. OK, quand même beaucoup touristique, par exemple. Partez le matin très tôt pour avoir un petit peu moins de monde. Sinon, des fois, Puis le Machu Picchu, c'est vraiment faire. Hein. Partez à l'ouverture, 8 heures. Soyez sur le site, sinon il va y avoir beaucoup de monde, bien entendu. Il y a une ruine que j'aimerais que vous preniez le nom. C'est peut-être pas tout le temps connu. C'est en haut de Cusco. J'ai de la misère à le prononcer. C'est Sacsayhuaman. J'ai des photos de ça tout à l'heure. C'est vraiment, moi, selon moi, c'est quasiment plus impressionnant qu'un Machu Picchu. C'est pas en grosse montagne, par exemple, mais c'est une genre de forteresse. En tout cas, la signification du pourquoi que ça existe est un peu nébuleux, là. Mais quand même, OK, c'est en haut de Cusco, fait que c'est vraiment des blocs. Je pense que les blocs sont beaucoup plus gros que le Machu Picchu. Ça vaut la peine de faire ça. Il y a plusieurs choses aussi que vous pouvez aller faire au Pérou. Une chose à ne pas oublier, c'est le lac Titicaca. Fait que dans le fond, j'ai encore une photo tout à l'heure. C'est une île qui est pas une île, c'est le plus gros, le plus grand lac navigable du monde et en hauteur en plus. Fait que c'est un lac en altitude. Puis là-dedans, ben, il y a des îles flottantes, les Huros. Puis dans le fond, on peut dormir là-dessus. Fait que c'est vraiment extraordinaire. C'est toute une expérience. Je vous montre ça en photo dans quelques secondes. Encore une photo du Machu Picchu. Le Huayna la montagne du Huayna Picchu, c'est la grosse en arrière. Fait qu'il y a la petite, je ne m'en souviens plus du nom, là, j'ai un blanc, mais la grosse montagne, ça se trouve être le Huayna Picchu. Encore là, je suis sur le Huayna Picchu et je regarde les ruines qui est en bas du Machu Picchu. Je vous ai dit que Cusco, c'est une des plus belles villes au monde. Ben, regardez ça. Ça se trouve être Cusco dans le coin de la place d'Armes. Ça, j'étais en haut, j'étais à Sacsay Woman et on regardait en bas là, Cusco. Là, fait que c'est une ville très, très grande dans une vallée. Encore là, dans le fond, tu te promènes, il y a plein de boutiques, c'est vraiment extraordinaire. Il y a des lamas un peu partout au Pérou. Là, on était vraiment en ville à Cusco, mais tu peux en voir un peu partout. C'est ça les fameuses photos que je vais vous montrer des Huros. Fait que dans le fond, vous voyez les petites cabanes. Ça, c'est des îles ok, qui sont flottantes. Puis les cabanes, bon, on dort dans ce genre de cabanes-là, tout simplement. Fait que c'est toute une aventure, je vous le dis, là, vous allez être dépaysé totalement. J'ai des bons contacts aussi si vous voulez là, avoir des familles. Puis on dort souvent, c'est pas des hôtels structurés, c'est des familles. Ça, c'est la famille en question qui nous ont reçus. Félix, qu'on a développé un lien d'amitié, puis je suis allé à quelques reprises. Fait que vraiment, si vous voulez des contacts, là, je peux vous en donner si vous m'écrivez en privé. C'est les fameuses ruines de Sexy Human. Regardez les roches, les pierres, comment ils s'emboîtent ensemble. Des fois, tu peux même pas passer une feuille de papier, comment c'est très serré, puis c'est fait vraiment avec précision. La montagne des sept couleurs, ça ressemble à ça, c'est vraiment beau, c'est vraiment magnifique. Une photo de Aguascalientes, c'est sûr que j'ai pas réussi à en trouver une belle, mais il y a vraiment un petit village, pas un petit village, il y a vraiment un cours d'eau là, qui passe, c'est vraiment de l'eau, ça part vraiment des montagnes volcaniques, fait que dans le fond, comme je vous ai dit, il y avait des bains thermales, et tu peux te promener partout, il y a des boutiques, c'est vraiment wow, de toute beauté, là. Souvent, les gens, comme j'ai dit tantôt, ils ne restent pas assez longtemps parce qu'ils pensent qu'il y a juste le Machu Picchu qui est extraordinaire. Mais c'est beaucoup plus que ça. Fait que, tu sais, le Pérou, là, c'est un pays là, que si vous restez juste 10 jours, ça va back-to-back, ça va très rapide. Là. Tu sais, prenez un bon 15 jours là, pour pouvoir faire tout ce que vous voulez faire, parce que là, je vous ai dit des choses, mais c'est beaucoup plus que ça, le Pérou. Prochain aventure, c'est l'ascension du Kilimandjaro en Tanzanie. Fait qu'une ascension que j'ai fait dans le mois de mars. Fait que c'est très frais. Fait que dans le fond, c'est en Tanzanie, comme j'ai mentionné. Fait que c'est plus qu'une ascension du mont Kilimandjaro. J'ai jumelé ça, oui, avec l'ascension, mais aussi avec un safari et Zanzibar, qui se trouve être une île collée à la Tanzanie. Fait que c'est vraiment les trois activités, le Kilimandjaro, le safari et se reposer à Zanzibar et des plages vraiment de sable fin, l'eau est turquoise, c'est vraiment extraordinaire. L'ascension du mont Kilimandjaro, ben dans le fond, la route, parce qu'il y a plusieurs routes que tu peux emprunter, c'est le Mocho.
c'est 7 jours. Ça aurait pu peut-être être fait en 6, mais nous, on l'a fait en 7. La raison du pourquoi, c'est simple, c'est qu'il faut s'habituer à l'altitude. Parce que le mont Kilimandjaro, OK, ça se trouve être 5895 mètres précisément. Fait quasiment 5009, quasiment 6000. Fait que dans le fond, il faut que tu t'habitues tranquillement à l'altitude. Là. C'est pas le mont Albert à 900 mètres d'altitude. Là. C'est vraiment quelque chose que, tu sais, tu pompes l'huile, tu as de la difficulté rendue à après 4005, 4006. Fait que c'est important de s'habituer à l'altitude. Fait que vraiment, là, un décor extraordinaire. En haut, comme tu peux voir, il y a de la neige éternelle. Puis dans le fond, la végétation, ben, elle change là, plus que tu montes, OK, la montagne. Fait que c'est vraiment, je vais voir, je vais vous montrer des photos. C'est quelque chose, si tu es en forme, OK, l'altitude, c'est pas nécessairement la forme physique qui dicte si tu es bon avec l'altitude ou pas. Tu l'as ou tu l'as pas. Fait que, mais dans le fond, tu sais, tu vas quand même progressivement. Fait que c'est bien fait. Fait que c'est accessible quand même pour que les gens qui ont peur. C'est accessible quand même. Ça se fait là, avec de la pratique. Il faut que tu fasses de la randonnée. Il faut que tu pratiques de la randonnée en montagne avec un sac à dos. Mais ça se fait quand même très, très bien. C'est accessible. La dernière journée avant tu sais, la dernière montée avant d'arriver au sommet, c'est sûr qu'elle est beaucoup plus raide. OK? C'était quand même assez à pic. Il faut se dépêcher pour voir le lever du soleil qui est en haut du Kilimandjaro. Elle est beaucoup plus dure. Et après ça, tu as 2 jours de descente OK, pour revenir au camp, ben, pour revenir à l'hôtel, tout simplement. Fait que vraiment quelque chose d'extraordinaire, quelque chose à mettre sur votre liste si vous êtes amoureux d'aventure. C'est sûr que je vais le refaire, ce voyage-là. Peut-être pas en 2025, peut-être pas en 2026. euh, Peut-être en 2027, j'ai d'autres choses plus intéressantes en 2026 pour l'instant. Mais si vous êtes intéressé, ben, vous pouvez me le dire. Des fois, tu sais, quand vous m'écrivez à Hugo, j'aimerais aller à telle place, ben, ça m'aide ok, à mieux orienter mes propositions que je peux vous faire. Le safari, bon, tous ces pays-là dans ce coin-là, que ce soit le Kenya, les pays autour, ben, là, la Tanzanie, c'est un pays qui est riche en faune. Fait que dans le fond, nous, on a fait 2 jours de safari. Le premier, c'est Serengeti. Puis l'autre, j'ai de la misère à le prononcer, c'est Korongoro. En tout cas, je le prononce sûrement mal. Ça se trouve être un cratère. Puis là-dedans, là, OK, pour se rendre, c'est assez ardu. Mais pour se rendre là, c'est certain que une fois on est rendu dans le cratère, ben, il y en a des animaux au pouce carré, là, tu sais, des troupeaux de zèbres, là, t'en vois, puis le troupeau peut contenir une centaine de zèbres. On a vu des lions, j'ai des photos à vous montrer tout à l'heure. Puis, tu sais, au début, quand on a commencé à faire la session du Kilimanjaro, le monde disait souvent Hakuna Matata. Puis là, moi, je pensais qu'il riait, tu sais, le roi lion, puis tout ça. Je pensais qu'il faisait c'était en Afrique, qu'il faisait une pause, OK, mais non, en réalité, c'est que dans le fond, ça a été beaucoup, le film Le Roi Lion, il a été inspiré beaucoup de la Tanzanie, Hakuna Matata, qui veut dire pas de souci. Ben, c'est dans le langage tanzanien. Et là-bas, les gens parlent anglais, mais aussi ils parlent d'un dialecte. Puis Hakuna Matata, ça se trouve être OK, dans ce langage-là. Et qu'on se rend compte quand on va dans le cratère, ben, tu sais, il y a beaucoup d'images qui ressemblent au Roi Lion. Bon, en tout cas, je ne sais pas si ça a été inspiré totalement, mais fortement inspiré. Ça, c'est sûr. Après ça, ben, Zanzibar, ben, comme je disais tantôt, c'est une ancienne île qui appartenait à des Arabes. Fait que c'est vraiment, on voit qu'il y a un clash entre les deux. Fait que vraiment, là, la température est quasiment différente, beaucoup plus chaud, un petit peu plus au sud, des plages, de l'eau turquoise, des activités comme des safaris blue, des safaris en bateau, du snorkeling, des choses comme ça. C'est vraiment extraordinaire. Mais c'est beaucoup plus tranquille, surtout quand tu as fait le Kilimanjaro. Il n'y a rien qui peut battre ça dans ce voyage-là. Alors, une destination à mettre sur votre liste. Et si vous êtes intéressé, réécrivez-moi, ça va me faire plaisir. Là, on voit mon groupe qu'on est quasiment arrivé au sommet. On me voit en orange avec mon chapeau de poil. On voit le Kilimanjaro au loin avec un éléphant. Mon groupe, encore une fois, qu'on est quasiment arrivé au sommet. On voit un peu le cratère avec tous les animaux. Vous en voyez des animaux, là, c'est de même à perte de vue, des hippopotames, des rhinocéros. On les a tous vus, des girafes. On a tous vu ce que vous pouvez voir.
C'est une photo que moi-même j'ai prise. On était en Jeep, OK, pour faire le safari. Il y a un lion qui s'est couché pour avoir de l'ombre en bas de notre camion, juste pour nous donner un exemple comme quoi que c'est fou comment il y a des animaux là-bas. Zanzibar, ça ressemble un peu à ça. Et regardez la plage, regardez l'eau. Encore là, c'est un bateau qu'on était, c'est le Safari Blue que je vous parlais tout à l'heure. On est allé faire du snorkeling. Je ne suis pas surpris, peut-être même que je suis dans l'eau. Fait que c'est notre barque, notre embarcation qu'on a pris. Fait que c'était vraiment extraordinaire. Je continue, il est quand même déjà 21h17. L'Équateur, bon, je suis allé à l'Équateur. C'était en 2023, décembre 2023. Puis là, on me voit présentement OK, dans la lagune de Kilotoa. Vraiment un trek extraordinaire. Je vais vous en parler, là. Ce que je fais, moi, quand on va en Équateur, ben, on arrête à Quito, qui est la capitale. Une belle ville qui est coloniale espagnole, comme Bogota, comme Medellín, euh, comme tout ce que vous pouvez voir, Lima. C'est intéressant, mais qu'est-ce qui est plus beau, OK, c'est aller faire des treks. Fait que là, je n'ai fait plusieurs, j'aurais dû peut-être les écrire. C'est des choses qui est dur à prononcer. Une que j'ai adorée, c'est le Rikchu Pinchincha. Fait que dans le fond, ça on était à 4696 mètres. J'ai fait ça la première journée quand je suis arrivé. C'était vraiment difficile. Je n'étais pas habitué à l'altitude. J'ai fait le Cotopaxi, qui est très emblématique. Tu sais, il y a une marque de vêtements et de sacs à dos Cotopaxi. Ben, c'est en lien avec cette montagne-là. C'est 5897 mètres. Fait que c'était ma plus haute. Après ça, non, c'est pas ma plus haute. Après ça, j'ai fait la Chimborazo, c'est 6263 mètres. J'ai fait la lagune de Kilotoa en 3 jours. C'est vraiment un trek là, autour. Fait que dans le fond, tu sais, c'était quand même 4000 mètres, là, mais tu sais, quand tu fais du 5200, du 6200 puis du 5800, 4000 mètres, c'est rien. Les chutes du diable dans la municipalité de Banos, ça, j'ai vu des chutes. J'ai pas de photos là-dessus, j'ai eu de la misère à les retrouver. Vraiment extraordinaire. J'étais allé aussi en Amazonie, parce que dans le fond, en Équateur, ça, il y a le fleuve Amazon qui passe là. Fait que j'étais allé en Amazonie. J'étais allé faire un safari nocturne dans la jungle avec des lampes frontales, des lampes de poche. On a vu des grosses araignées, on a vu des serpents, on a vu des fauves rugir. On les a pas vus, mais on les a entendus. Fait que vraiment un pays extraordinaire. Puis il y a une chose qui est merveilleuse, l'équateur passe en équateur, puis le 0-0, zéro latitude, zéro longitude, arrive OK, à une place, puis c'est un musée qu'on peut aller visiter, puis la ligne, tu la vois, là. Puis d'un côté, OK, tu sens quand tu te promènes de un ou l'autre, OK, des côtés de la ligne, tu sens une force, tu sais, la Terre tourne d'un côté, tu sais, il y a l'attraction qui est différente. Je vous donne une idée, quand tu prends un œuf, tu le prends à gauche, tu le mets à terre, ben, il est dur ou quasiment impossible à le faire tenir debout. L'autre côté aussi, mais tu le mets sa ligne sans forcer, il tient une bout. Aussi simple que ça. Quand tu prends une bouteille d'eau que tu as vide à gauche, ben, elle va tourner d'un bord. De l'autre côté, elle va tourner de l'autre bord. Puis dans le milieu, elle coule droite. Fait que c'est vraiment, tu sens qu'il y a une force extraordinaire. Je parlais tantôt Rapa Nui, Cusco, puis bon, les pyramides de Gizeh. Ben, tu sais, c'est ça, hein, il y a une force ok, qui se passe ok, sur l'équateur. C'est intéressant de voir ça. Encore la lagune de Kilotoa. On me voit ok, au camp de base ok, du Cotopaxi. Ouais. Fait que ça ressemble à ça. Pour. J'ai perdu. Bon. Fait que ça ressemble à ça, OK, pour l'Équateur. Dernière aventure, OK, une des dernières aventures, c'est la traversée de Charlevoix. Là, on voit présentement, OK, on voit des montagnes dans Charlevoix. Fait que c'est vraiment une randonnée, la traversée de Charlevoix, une randonnée à faire dans votre liste. C'est au Québec, c'est facile. Bon, tu peux le faire soit en refuge, soit en camping autonome. Fait que c'est 105 kilomètres. Tu peux le faire, OK, en 7 jours. Nous autres, on l'a fait en 5 jours. Fait que, dans le fond, c'est pas quelque chose qui. Il y a pas, tu sais, les montagnes de Charlevoix, c'est haut, mais c'est pas nécessairement OK, comme le Pérou ou, par exemple, l'Équateur. Tu sais, la plus haute est 980 mètres, mais tu as un chemin OK, que tu te promènes autour de ces montagnes-là.
Fait que dans le fond, nous, on l'a fait en 5 jours, comme j'ai parlé. Fait qu'il y a environ un dénivelé positif de 3 000 mètres. C'est quand même assez beaucoup. Fait que comme je vous dis, il y a des refuges. Les refuges, je pense, j'ai mis des photos. C'est des beaux refuges avec tout ce que vous avez besoin, poêle, euh, bon, des chaudrons, tu peux faire bouillir ton eau. Fait que c'est quand même très bien équipé. Selon moi, c'est des plus beaux refuges que j'ai eu l'occasion de visiter au Québec. Je n'ai vu plusieurs, puis ils sont ça à la coche vraiment. Euh, Sinon, tu peux le faire en autonomie complète là, en tente. Faut que tu traînes tout ton stock avec toi, la nourriture, tente, tout ça, c'est vraiment en autonomie complète. Si tu es en refuge, ben, dans le fond, c'est aussi en autonomie complète, sauf que dans le fond, il y a quand même des infrastructures pour pouvoir t'aider, te supporter. Fait qu'on voit un petit peu le chemin ok, que tu dois faire avec les refuges ou les campings ok, qui sont souvent très, très proches des refuges. Fait que c'est vraiment quelque chose à mettre sur votre liste. J'ai eu l'occasion de le faire l'hiver aussi, fait qu'on me voit en hiver. Là, on voit ok, la rivière Malbaie proche du Jet Bleu. Selon moi, c'est le plus beau refuge de la traversée de Charlevoix, le Jet Bleu. On me voit dans le coin de l'acropole des Draveurs, encore une fois, du Jet Bleu. Vous voyez un peu les refuges, c'est le refuge du Jet Bleu aussi. Moi puis ma conjointe dans la traversée. Moi puis mon ami Réal qu'on a fait justement la traversée. Fait que c'est une des traversées les plus belles au Québec. Mettez ça sur votre liste, 5 ou 7 jours. Vous pouvez aller voir la traversée de Charlevoix, point quelque chose, point QC.ca, tapez ça sur Google. Fait qu'il y a beaucoup d'informations là-dessus. Je vous en parle peut-être tantôt aussi. Une des aventures que j'ai faites, c'est les présidentielles aux États-Unis. Fait que c'est la traversée des présidentielles. Là, sur la photo, on voit le mont Washington. Fait que c'est environ une randonnée soit que tu le fais en une journée ou tu peux le faire en 2, 3 jours. Nous, on l'a fait en une journée. Je l'ai fait avec mon ami Réal que vous avez vu sur l'ancienne photo, sur la photo précédente. Fait que c'est environ 35 kilomètres. La plus haute montagne, c'est le mont Washington que vous voyez, 1917 mètres. C'est un dénivelé positif d'environ 5 000 mètres. Fait que là, on fait les 9 présidentielles parce que dans le fond, dans ce coin-là, c'est les White Mountains, les montagnes blanches dans le New Hampshire. Fait qu'il y a beaucoup de grosses montagnes dans ce coin-là. Je parle de 1600 montants, mais il y en a 9 qui portent le nom des présidents américains. Le mont Adams, entre autres, le Jefferson, en tout cas, je ne veux pas tous les nommer, Clay, Monroe, tout ça. Fait que tu pars du mont Madison et tu vas jusqu'au mont Weber. Fait que c'est 35 km, un dénivelé quand même assez important. Fait que c'est une randonnée très, très difficile. C'est rien comparativement à. C'est beaucoup plus important que la traversée de Charlevoix. C'est sûr que si tu veux le faire en 2, 3 jours, il y a proche du mont Madison qui est comme un refuge, c'est plutôt des huttes, eux autres là-bas. Et en bas du mont Washington, le mont Washington, c'est la moitié de la randonnée. Il y a un autre refuge en bas du mont Washington. Sinon, tu peux le faire en une journée. Ça se fait. Je vous conseille de le faire en une journée. D'ailleurs, ce sont toutes là les montagnes, là. C'est que j'ai mis une carte. Fait que ça se fait quand même très, très. Ben, ça se fait très, très bien. C'est très dur, là, quand même. C'est une des randonnées, pour moi, ça a été la plus dure de ma vie. Fait que c'est ce genre de randonnée qui me permet de me surpasser, de me dépasser. Vraiment, ça, je trouve ça extraordinaire. Ensuite, la traversée de la Gaspésie. Bon, il y a le Sentier international des Appalaches qui est dans ce coin-là. Tu peux faire quasiment 650 kilomètres. Moi, la traversée que j'ai faite, on a passé du mont Logan jusqu'au mont Jacques-Cartier. Fait que ça a été plus de 100 kilomètres. Je pense, tu sais, j'ai pas le nombre exact, je pense que c'est 115 kilomètres. Normalement, le monde font ça en 8 jours. Nous, on l'a fait en 5 jours. La montagne la plus haute, c'est Jacques-Cartier à 1268 mètres. Puis il y a des montagnes emblématiques comme le mont Albert qu'on fait l'ascension. Euh, Fait que c'est ça. Fait que c'est vraiment une traversée quand même assez intéressante. Le mont Logan jusqu'au mont Jacques-Cartier, c'est dans le territoire de la CEPAC. Fait que c'est très bien organisé. Les campings, si tu le fais en autonomie complète, c'est des bases de bois. Fait que ça va quand même très, très bien. Les refuges, c'est bien. C'est pas la traversée de Charlevoix, mais c'est quand même bien. C'est sûr qu'avant le Mont Logan, ben, tu peux aller sur le territoire
Tu peux continuer la traversée. C'est la SIA, là, qui est le Sentier international des Appalaches, qui gère toutes les infrastructures. C'est pas la CEPAC, mais on voit que la qualité est moindre. Et après le Jacques-Cartier aussi, la SIA gère ça. Et qu'on peut se rendre jusqu'à Gaspé là, sans problème, mais il y a moins de montagnes emblématiques. Fait que si vous devez choisir, choisissez la portion CEPAC, une centaine de kilomètres, je pense que c'est 115, 120. Vraiment exceptionnel, extraordinaire. Je vous le conseille. Puis on est chanceux au Québec, on a de beaux paysages, de belles montagnes. Il faut en profiter. Puis ça coûte pas cher. Ce genre de traversée-là, que ce soit Charlevoix ou celle de la Gaspésie, là, ça coûte rien, peut-être 100 $, 150 OK, pour faire la randonnée en plusieurs jours. Là. C'est vraiment pas dispendieux. C'est sûr qu'il faut que tu payes la nourriture puis tu aies les équipements en conséquence. Mais je veux dire, ça, on est habitué si vous êtes habitué de faire de la randonnée. On voit un peu le chemin, c'est le chemin vert. Là, en tout cas, on voit là, que ça fait 650 km, tout ça. Fait que moi, c'était la portion là, qui est marquée Parc national de la Gaspésie dans le milieu qu'on a réalisé. Là, on voit en bas du lac des Américains. Vraiment un lac exceptionnel. Bon, là, c'est vraiment la dernière. Après ça, on parle, OK, de mes prochaines aventures. La Turquie, Istanbul, ça, ce voyage-là m'a vraiment donné la piqûre pour ce genre de voyage-là. Fait que j'étais allé en 2020, quelques jours, quelques semaines avant la COVID. Fait que dans le fond, moi, je suis allé en Turquie, mais je voulais juste aller à Istanbul, une ville historique, une ville emblématique. Bon, l'Empire byzantin, l'Empire ottoman, OK, qui ont laissé des vestiges. Avant les Byzantins, c'est l'Empire romain. Fait que c'est vraiment là, je voulais aller visiter pour. Bon, il y avait Sainte-Sophie, la Mosquée Bleue, beaucoup de choses à visiter. La Turquie, ben, c'est le seul pays qui est sur deux continents. Istanbul elle-même, cette ville-là est sur deux continents. Il y a trois rives, deux qui sont du côté européen et un qui est du côté d'Asie. Ça aurait dû être des villes différentes, parce que quand tu vas du côté de l'Asie, complètement différent, l'architecture est différente. Bon, la langue, c'est du turc, mais on le voit vraiment, les gens sont complètement différents. Mais quand même, il y a le Bosphore, qui est le fleuve, qui les sépare. On voit en arrière Sainte-Sophie, c'est une des premières églises, je pense que c'est 534 après Jésus-Christ, par l'empereur Justinien qui a fait la construction. La coupole sur le dessus, c'est une des plus grosses au monde. Ils ont même eu de la difficulté récemment à en faire une aussi grosse, puis on fait ça 500 après Jésus-Christ. Fait que vraiment, là, vous voyez qu'il y a des piliers musulmans, mais ça a été converti quand les Ottomans ont conquis la ville en 14 ou en 1200, quelque chose, je ne me souviens plus exactement la date. Mais à l'intérieur de ce bâtiment-là, il y a il y a de la religion chrétienne, orthodoxe, musulman. C'est vraiment un musée. Il faut que vous allez voir Sainte-Sophie. J'ai adoré. Je suis allé trois fois. J'ai resté 15 jours. Je suis allé trois fois là-dedans. Tu vois le plancher en marbre qui creuse. Il y a tellement de monde qui sont allés là. C'est vraiment extraordinaire. C'est en marbre. OK? C'est un bijou. Aller visiter ça. Je pense. J'ai jamais rentré dans un bâtiment. OK? Comme ça, c'est merveilleux. La mosquée bleue aussi, c'est extraordinaire. Une chose qui me fait vraiment triper, ça se trouve être comment ils appellent ça? C'est des citernes. Il y a une citerne proche de, de, de Sainte-Sophie. On peut aller visiter ça. C'est dans le fond, c'est que l'empereur Justinien, encore une fois, a fait une citerne pour que l'eau de pluie puisse être disponible pour pouvoir abreuver ou utiliser l'eau pour les besoins. Fait que dans le fond, pour construire cette citerne-là qui est en dessous de la terre, ils ont utilisé d'anciens temples païens, des poutres, là, pour pouvoir tenir la structure. Fait que il y a une photo tantôt, je vais vous montrer. Mais chaque poutre, c'est une poutre qui a été recyclée d'anciens temples. C'est un musée de poutres, là, puis il y a des poutres à perte de vue là-dedans. Il y a beaucoup de concerts de musique qui se fait à l'intérieur. D'ailleurs, genre, il y a un film de Dan Brown, là, je ne me souviens plus c'est quoi le nom, qui a été tourné là-dedans à la fin. Il a mis une bombe, OK, pour empoisonner la ville. Je ne me souviens plus trop c'est quoi. Mais quand même, OK, c'est vraiment à visiter. C'est un coup de cœur pour moi, ces citernes-là. J'en parle dans quelques minutes. Le marché aux épices, OK, c'est vraiment un marché
un des premiers centres d'achat qui a été fait là, il y a très, très longtemps. Fait que là-dedans, ok, tu passes, tu te promènes là-dedans, ça sent les épices, ça sent la nourriture. Là-bas, les Turcs aiment ça que tu puisses goûter, fait que tu te promènes et tu peux goûter à plein de choses. C'est quasiment les insulter, pas goûter. Fait que des fois, moi, que je faisais, je me promenais dans le marché aux épices quand j'avais faim, puis là, je sortais de là, j'étais bourré comme un boudin. Fait que c'était vraiment super intéressant. Traverser la rive pour aller sur la rive de l'Asie, les bateaux, tout. C'est fou comme il y a des bateaux dans le Bosphore, là. Il y a des traversiers qui traversent, des pétroliers qui passent, c'est vraiment le bordel, mais il n'y a pas d'accident, c'est vraiment extraordinaire. Là, on voit, il y a des mosquées partout là-bas, à chaque prière, ben, je ne suis pas un spécialiste en religion musulmane, mais tu sais, bon, il y a des prières avec des speakers là, qui chantent là, à tue-tête. Fait que c'est vraiment très impressionnant. Fait qu'il y a plein de mosquées partout. C'est ça, je disais, la citerne, là. Chaque poutre est unique. Là, on voit qu'il y a comme une tête en bas. Là. C'est vraiment exceptionnel à les visiter. Il y a une tour aussi qui est vraiment belle des rives. Genre de marché aux épices avec plein de choses à visiter, à voir. Il y a vraiment là-bas en Turquie, là, surtout à Istanbul, l'art, qui est les tapis, la nourriture, tout ce qui est vitrerie, c'est le cuir, vraiment exceptionnel. D'autres pays que j'ai visités, là, que je ne parlerai pas de ça aujourd'hui, le Mexique, Cuba, le Panama, le Chili, la France, l'Espagne, je suis allé en Belgique, en Angleterre, au Maroc, République dominicaine, Jamaïque, si je ne l'ai pas dit. Fait que je n'ai fait vraiment beaucoup, mais là, ce que je vous ai dit, c'était mes plus belles aventures. J'ai essayé de faire ça assez rapidement. Ça fait facilement 1 heure que je parle. J'espère que vous avez apprécié, mais quittez pas tout de suite, parce que là, je vais vous parler de mes prochaine destination. J'ai mis une période de questions, mais vu que c'est un webinaire anonyme, je ne pense pas que nécessairement que vous allez avoir des questions. Mais si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans le clavardage en bas ou l'option chat si vous avez une version anglophone. Je vais pouvoir les voir, je vais pouvoir y répondre ok, en même temps que je vais vous parler de mes prochaines aventures pour 2025 et 2026. Bon, justement, une prochaine aventure. J'ai des aventures que je vais vous offrir. Vous le savez que moi, mon entreprise, c'est En Cavale. J'organise des voyages et des expéditions partout sur la planète. Fait que je vais vous parler de certaines aventures que je vais vous mettre à votre disposition. Et je vais vous parler d'aventures, une ok, que je réserve juste pour moi et mes amis. Je vais vous le dire, ça va être très, très simple. Fait que pour ceux que je vais offrir, ok, ça va être disponible ok, sur Encaval, www.en-caval, cavale.ca. Mais avant, OK, je veux dire, abonne-toi à mon infolette. Je vais envoyer des informations dans les prochaines semaines pour vous donner les dates des activités d'information pour chacune des destinations, parce que là, je vais pouvoir aller là vraiment le prix, les dates officiellement. Aujourd'hui, c'est juste de vous teaser, euh, mais abonnez-vous, c'est important. Fait que dans le fond, ça fait plusieurs fois, j'essaie de le réussir. Ça fait peut-être moins 4 fois que je mets ça, j'ouvre ce voyage-là, puis ça ne fonctionne pas pour différentes raisons. Je pense que les gens avaient beaucoup peur du camp de base de l'Everest à cause du mot Everest là-dedans. Je pense que de mon côté, le fait d'avoir fait l'ascension du mont Kilimandjaro, eu l'occasion de travailler avec des Sherpas tu sais, pour transporter nos bagages. Fait que ça m'a donné beaucoup plus d'expérience. Puis quand j'ai ouvert le mont Kilimandjaro, ben, ça m'a ouvert un réseau que j'avais pas à l'époque. Fait que là, je pense que c'est la bonne foi, la bonne foi. Fait que dans le fond, c'est vraiment le camp de base de l'Everest. C'est un voyage de groupe. C'est un voyage de 2 semaines et demie environ. Parce que ça prend environ, OK, 12 à 15 jours monter et revenir. Fait que, mettons, ça prend quasiment, OK, genre, ça prend 7 jours monter au camp de base, puis là, après ça, il faut que tu redescendes, bien entendu. Puis le camp de base, c'est le camp où, que, dans le fond, les alpinistes, OK, partent pour aller faire l'ascension de l'Everest. Fait que c'est vraiment le chemin, OK, pour pouvoir... la ville, c'est Lukla. On part de là, puis dans le fond, c'est ça, on monte jusqu'au camp de base de l'Everest. Fait que c'est pas de l'alpinisme, c'est vraiment un trek.
Fait qu'il va y avoir des charpas pour transporter nos bagages. On va dormir en refuge. On va quand même avoir des repas là, sur le trek, mais dans le fond, le soir, on va manger au chaud dans des refuges. Fait que c'est facilement 2 semaines et demie ce voyage-là. Au début, on va s'habituer à l'altitude. Tout dépendamment, OK, si on a du temps, j'aimerais ça, OK, aller voir des monastères bouddhistes, essayer de vivre une expérience là-bas. J'ai des bons contacts jusqu'à maintenant. Fait que c'est le genre de truc que j'aimerais faire. L'ascension du Cannemare de l'Everest, aller faire des activités spirituelles dans des monastères bouddhistes. C'est environ 130 km ce trek-là. Ça se fait. Fait que le dénivelé positif environ 4000 mètres. Là, fait que c'est quand même une belle expérience. Vous voyez les photos. Fait que c'est une aventure OK, à mettre dans notre carnet de destination à faire avant de mourir. Fait que j'ai très hâte de vous offrir ça. Je le ferai en mars, avril 2026 et je vais faire une activité quand même assez prochainement, probablement en juin. Ou en début juillet pour pouvoir vous expliquer tous les détails. Parce que qu'est-ce qui arrive, ça prend de l'entraînement un peu. Pas nécessairement un entraînement très ardu, mais il faut être toujours continu dans notre entraînement. C'est faire de la randonnée en montagne, puis on met un sac à dos, on grossit le poids au fur et à mesure. C'est important, fait que je veux que les gens soient prêts pour pouvoir s'entraîner le plus rapidement possible. Et aussi, ben, c'est un voyage, vu que ça dure 2 semaines et demie, qui coûte plus cher avec une destination tout inclus à Cuba, par exemple. Fait que faut que les gens puissent ramasser leurs fonds. Fait que vraiment, je vais vous en dire davantage dans les prochaines semaines. Encore des photos. Prochain voyage, OK, que je vais organiser, celui-là en 2025, c'est le Costa Rica. C'est un voyage de groupe aussi. Je vais le faire avec ma blonde, OK? Je veux qu'on essaye ça. Des fois, je, je- je veux vraiment faire un voyage avec elle pour pouvoir, OK, mettre des ateliers de croissance personnelle et de spiritualité, maximiser ce genre d'éléments-là dans ce voyage-là. C'est pour ça que ça va être dans un tout inclus. Fait que on veut vraiment maximiser les ateliers. C'est sûr, quand on fait des activités à l'extérieur, puis on se promène partout dans le pays, c'est beaucoup plus difficile de faire des ateliers. On est fatigué nous-mêmes quand on fait des ateliers. Fait que là, ça va être maximisé atelier de croissance personnelle. Ma blonde, c'est une coach de vie, puis c'est une hypnothérapeute aussi. Elle va faire des choses complètement différentes OK, que moi, que j'offre pas normalement. Fait qu'il va y avoir un bon mix de moi, qu'est-ce que je fais versus elle. Fait que je pense que ça peut être très, très intéressant. On veut le faire la première semaine de novembre 2025. C'est très rapide. Fait que, encore là, dans les prochaines semaines, on va vous envoyer des informations pour que vous puissiez réserver la séance d'information pour ce magnifique voyage-là. Je vous ai parlé tout à l'heure du Costa Rica. Vous l'avez en tête, c'est tout frais en mémoire. C'est nous deux, d'ailleurs, au Pérou. On avait vécu cette expérience-là dernièrement, là, à août 2023. Prochain voyage, dans le fond, c'est la Colombie. Je vais refaire la Colombie. Je vous ai parlé tout à l'heure de la Colombie, mais là, en plus de faire ce que je vous ai dit, aller voir les Kogi, faire un trek d'une trentaine de kilomètres, dormir avec eux autres, une expérience extraordinaire, cérémonie cacao aussi. Je veux faire le trek de la Cité perdue. C'est un trek de 4 à 6 jours. On voit un peu les ruines de ce côté-là, fait que c'est un trek très emblématique. Fait que c'est ça que je veux faire. J'irai en mai 2026. Les dates restent à préciser pour celui-là. Je veux vraiment vérifier là, les meilleures dates pour faire ce voyage-là. Je me suis consacré mes efforts sur le camp de base de l'Everest et le Costa Rica. Fait qu'à quelque part dans mai 2026, j'aimerais offrir ce magnifique voyage-là à la Colombie. Je vous le dis, c'est une des destinations là, à ne pas manquer. Fait que c'est un voyage de groupe, encore une fois. Fait que ça va être les trois, si je répète, les trois voyages que je vais organiser. Le Costa Rica dans un tout inclus avec ma conjointe, première semaine de novembre. En mai, avril 2026, le camp de base de l'Everest. Et la Colombie dans le coin de mai 2026. Une activité que j'organise moi pour moi-même avec mes amis randonneurs, c'est le 100 miles Wilderness. Je le prononce peut-être pas bien. C'est 160 kilomètres. Fait que dans le fond, c'est une randonnée dans le Maine, aux États-Unis. C'est 7 à 10 jours. On va essayer de le faire en 6 7 jours. Nous autres, on est quand même assez en forme. Fait qu'habituellement, quand ils mettent un chiffre, on le fait toujours mieux.
Bon, la montagne la plus haute là-bas, c'est 1200 mètres. C'est pas nécessairement extrême, mais quand même, il y a un dénivelé positif de plus de 6000 mètres. Fait que c'est ça qui est quand même assez particulier puis assez intense. La randonnée est en autonomie complète. Fait que, tu sais, traverser de Charlevoix, les présidentielles, traverser la Gaspésie, tu sais, il y a toujours une patte pour sortir s'il y avait quelque chose. Là, c'est vraiment autonomie complète, camping. Il n'y a pas de structure de bois, pas de camping vraiment organisé. On campe, pour faire notre trajectoire, on campe où il y a de l'eau. Fait que c'est quelque chose de beaucoup plus sauvage, beaucoup plus risqué aussi. Alors, c'est une randonnée que je vais faire avec mes amis, Réal peut-être, je sais pas, je pense qu'il m'écoute, et Sébastien. Bon, s'il y a des gens qui me connaissent très, très bien, vous pouvez peut-être m'écrire, ça me ferait plaisir, mais il faut que vous soyez habitués, puis tout ça, puis il faut qu'on se connaisse parce que c'est quelque chose de vraiment extrême. On voit un petit peu le trajet là, de cette fameuse randonnée. J'aimerais faire, OK, puis là, c'est pas encore sûr, avec quelques amis, je voulais refaire la traversée de Charlevoix en juillet 2025. Moi, c'est sûr que je vais la faire avec mes amis. Fait que c'est une expédition de groupe, je peux l'offrir. Fait que c'est vraiment ce que je vous ai dit, 105 km, bon, en 5-6 jours. Je suis assez ouvert là-dessus, mais je le ferai en autonomie complète camping, fait que ça prend les équipements. Fait que ça, c'est un voyage que je vais, une expédition que je vais mettre. C'est pas sûr à 100%. Ça se peut que je le fasse tout seul avec mes amis. Mais si vous êtes intéressé, écrivez-moi. Ça peut être quelque chose d'envisageable de faire cette randonnée-là. S'il vous manque des équipements, vous n'êtes pas habitué, je peux vous aider. C'est ma spécialité. Bon, c'est quoi le next? Ça t'intéresse, OK, ce que je fais, tu veux, c'est ça. Clique sur, prends le code QR en photo ou prends le lien qui est en haut. Va là-dessus, OK, toutes les informations pour me joindre sont là-dessus. Écris-moi en privé, OK, sur les plateformes de réseaux sociaux. Ça va me faire plaisir pour que je puisse répondre à toutes tes questions. Tu peux prendre rendez-vous aussi à une place. Abonne-toi à mon infolette. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous envoyer, comme dans les prochaines semaines, les dates de mes activités d'information sur chacun des voyages et des aventures que je vais vous offrir. Fait que vous allez pouvoir y participer. Ça va être disponible, bien entendu, sur ma chaîne YouTube qui est affichée sur le lien qui est là. Fait que vous allez pouvoir avoir toutes les informations. Et après ça, une fois que la séance d'information a été faite, bon, dans le fond, je vais demander un dépôt pour pouvoir participer à ce voyage-là, cette aventure-là. Normalement, c'est en 40%, tout dépendamment c'est quoi. Puis à partir de là, vous êtes dans l'aventure pour ce magnifique voyage ou expédition. Et par la suite, on va organiser des événements pour les gens qui sont inscrits pour vraiment là, soit pour pratiquer de l'entraînement, faire des activités d'entraînement, ou vous parler du matériel nécessaire, tout ce que vous avez besoin, mais ça va être uniquement avec les gens qui ont payé leur dépôt, qui participent à l'aventure. Alors, je ne sais pas si les gens ont des questions. J'ai rien dans le chat. Si les gens n'ont pas de questions, je vais vous libérer. Fait que j'espère que vous avez apprécié. J'espère que ça n'a pas été trop long aussi. Comme vous voyez, le voyage, les aventures, ça me passionne au plus haut point. J'espère que vous aussi, ou je vous ai contaminé positivement. Alors, je vous souhaite une très belle journée et bienvenue dans l'aventure. À la prochaine. Bye bye.